j'ai vraiment pas assez de place dans mon cagibi, je sais pas comment faire, ça se tourne dans tous les coins, et puis pour avoir un fond un peu neutre, et puis si c'est ça mon studio de cinéma, comment moi je me mets, si je me mets debout, assis, par terre, et tout ça, là, il va falloir inventer des trucs, mais justement, il n'y a qu'en faisant les petites vidéos qu'on peut arriver à le savoir. Aujourd'hui, donc ce serait série autobiographie des objets, et ça fait plusieurs jours que je tourne ça dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je serais capable de raconter comme histoire de lunettes, et combien d'histoires de lunettes j'ai dans la tête? Par exemple, j'avais une idée bizarre, c'est que j'ai jamais jeté une paire de lunettes, et donc je les ai rassemblées ici. J'ai cherché ce qui me restait dans les tiroirs, et puis en fait il n'y en avait pas tant que ça, 4 ou 5. Je me souviens d'une fois, il y avait un truc à la pharmacie comme quoi ils recherchaient à prendre comme ça des paires de lunettes pour envoyer en Afrique. Pauvres Africains, ils méritent ça. Wow. Mais en même temps, j'avais dû donner comme ça un sac avec de vieux machins. Ça aussi, c'est une histoire en tant que telle. Est-ce que c'est la première? Non, c'est pas la première. Mais ces accumulations de choses qui sont liées intimement à votre corps. Qu'est-ce qui me vient comme ça? La mémoire de mon grand-père paternel, et ça, il y a un chapitre dans Autobiographie des objets là-dessus. Je l'ai toujours connu utiliser des petits canifs. Ça faisait partie des clichés des bons hommes dans toutes ces époques. Et lui, en tant que mécanicien, ce couteau servait à tout, à manger, mais évidemment, il s'en servait aussi tout le temps dans son travail ou pour bricoler et tout ça. C'était pas un attribut de phallique ou violent, etc. J'y voyais plus une espèce de symbole d'utilité. Vous savez, comme ces couteaux suisses où il y avait dessus lime, petite pince, poinçon, presque tarot, je connais pas les mots exacts, petite lame, grande lame. Et cette grande lame, il l'aiguisait avec une espèce de respect, justement, parce que ça servait à tous les travaux fins, jusqu'à ce que ce soit plus qu'un petit moignon gros comme un ongle, quoi. Et à ce moment-là, il y avait l'achat d'un nouveau couteau. Et donc à la fin mais il y avait toujours eu dans son atelier une espèce de boîte, du coup qui était très lourde, c'était que de l'acier, où régulièrement, je sais pas combien de temps il faisait un couteau, 1 an, 2 ans, peut-être plutôt 2 ans, 3 ans, mais il menait ça sur une vie jusqu'au bout. Et donc c'était que des couteaux avec des tout petits moignons de lame. Qu'est-ce qu'on fait de ça à la mort de quelqu'un? Il y a des choses dont mes 2 frères et moi-même avons tenu à hériter du grand-père. Je sais pas où elle est la boîte de couteaux, tiens. En tout cas, moi j'aurais pas su la prendre. Je crois que les lunettes, c'est un peu la même chose. Une histoire de lunettes qui me vient comme ça, mais pas plus signifiante comme ça, ou en tout cas qui reste un peu loin de moi, alors que j'aurais pu partir comme ça beaucoup plus près, et je vais y venir. On travaillait en atelier d'écriture, c'était du temps où on avait fait un travail avec l'école d'instituteurs de ce qu'on appelait IUFM, ou est-ce que c'était Créteil, loin dans le Val-de-Marne, sud de Paris. Et on avait des séances comme ça. C'était avec le théâtre de la colline que se faisait l'expérience. Et j'avais fait une séance comme ça sur la question du visage. C'est quelque chose que je pratique toujours. Je pars souvent de textes, d'une série de textes d'Edmond Jabès dans le livre des ressemblances sur la question du visage, et en demandant comme ça non pas d'écrire 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, mais à partir de ce texte de Jabès, multiplier les incises. La phrase Jabès, c'est « je ne saurais décrire votre visage ». Donc quelque chose contraire, mais en même temps il y a des bribes de dialogue, il y a des souvenirs, il y a des choses concernant les symboliques du masque. Donc on avait ce matériau-là, et quand ils reviennent 1 heure après, il y en a une qui me dit « mais je voulais travailler sur le visage de ma mère et je n'ai pas réussi ». Et bon, donc pourquoi pas, c'est toujours parfaitement légitime en atelier d'écriture de ne pas réussir. Donc je dis, mais il y a quoi d'écrit sur ta feuille là? Parce que visiblement il y avait un texte écrit. Elle répond, mais le visage de ma mère, je ne m'en souvenais pas, mais je me souvenais avec précision depuis l'enfance de toutes ces
lunettes, ces paires de lunettes successives, et a dit j'ai décrit ces paires de lunettes. C'est une histoire. Bon, en tout cas, c'est celle que moi j'ai à raconter. Là, si je mets celle-ci, je vois rien. C'est une expression comme ça que j'aime bien, qu'utilisent les myopes. C'est quand tu tends le bras, tu vois plus le bout de tes doigts, ou en tout cas le bout de tes doigts devient flou, ou axolotl, ou calmar. Je sais pas en quoi ça non plus ce serait une histoire de lunettes, c'est-à-dire à quel moment le monde est proche. S'il est très proche, on peut se l'apprivoiser, se l'acclimater, se le faire. On est capable de lire de très 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 près, et cette proximité, qu'est-ce qu'elle est belle pour moi quand on entre dans le livre, c'est-à-dire voyant la page de livre de plus près, est-ce que je ne vois pas à travers un monde net qui lui est bien plus loin, mais qui suppose ce passage par la page ou le support numérique de la page, bien évidemment. Mais cette notion de est-ce qu'il y a légitimité à voir le monde au-delà de ce qu'on le touche, et le corollaire de ça qui est ce que je touche est encore une vision. J'ai toujours eu la maladie de toucher, obligé. Ça, en école d'art, c'est un peu compliqué. Des fois, ils n'aiment pas trop qu'on touche leur boulot, mais ils ne se rendent pas compte que quand quelqu'un ne voit pas à plus de 50 cm, l'organe visuel est celui qui va aller effleurer même une peinture, même quelque chose de lisse, un mur. Je crois que cette perception tactile du monde fait partie de ce qu'on est. C'est quoi cette espèce de machin dans les magasins de lunettes, quand vous changez, ils vous donnent toujours des primes. On a des paires de secours, simplement la paire de secours avec des verres en plastoc non amincis, pas cher, hein. Donc pour moi, ils disent toujours oui, mais il faut que vous preniez un truc très petit, parce que sinon la déformation sera énorme. Et c'est là qu'on s'aperçoit que non seulement l'œil myope aplati, et donc on corrige comme ça, mais les bords évidemment sont encore plus déformés, et tout d'un coup on peut le mesurer. Tiens, prends ça toi. Mais j'aime bien avoir cette paire de secours, par exemple, dans la bagnole. Et toujours, ça aussi, par contre, c'est une vraie histoire où commenceraient les histoires de lunettes. La peur qu'on a en permanence du monde sans vue, du monde, pas sans vue, c'est encore une autre histoire, du monde non corrigé, du monde où je ne reconnais plus personne, du monde où je ne saurais pas conduire une bagnole, du monde où je ne sais pas m'orienter dans la ville. Et est-ce que, à quelque instant que ce soit, on a pu vivre en tant que myope sans cette terreur? Je reprends les miennes, enfin les miennes. Est-ce qu'elles sont miennes? Celle-là, ça fait 4 ans que je les ai, c'est trop cher pour que j'en change en ce moment des lunettes. Bon, ça va, parce qu'à mon âge, la vue évolue plus trop, se rajoute de l'astigmatisme, des machins comme ça. La myopie, elle, est à peu près corrigée. Mais c'est comme ça. Donc d'un coup, on fait valoir la garantie pour changer la monture. On fait valoir la garantie. C'est très compliqué, ces outils technologiques à la fois. Autrefois, les lunettes, c'était un verre précieux. Et comme vous savez, dans Rabelais, il y a ça. Je n'entends point. Attendez que je chausse mes besicles. Donc la question des lunettes et la correction de vue. La littérature, il y a longtemps qu'elle est faite par nous les myopes, en tout cas ça valait pour Rabelais, pour Montaigne, tout ça. Important dans la constitution philosophique du sujet. Qu'est-ce qu'on voit du monde? Vous qui voyez net, savez-vous voir le plus petit du corps, ou ce qu'il y a derrière les étoiles? À un moment donné, d'inventer cette lunette optique, elle est à la fois pour le corps et à la fois
pour voir ce qu'il y a loin. Et dans l'invention de la lunette optique, lisez l'optique de Descartes, ce qu'il y a des plus beaux textes de la langue française. Qu'est-ce que j'aime pas, ceux qui utilisent l'adjectif cartésien, ceux-là je les classe immédiatement, comme ça. Et c'est l'infiniment loin comme l'infiniment dedans. Rabelais aussi, qu'est-ce que c'est le plus petit truc qu'on peut distinguer? Le testicule, la couille gauche d'un ciron mâle. Vous savez, le ciron étant ces petits aoutas qui s'infiltrent comme ça dans la peau. Savoir travailler une lentille optique est ce qui a conditionné l'émergence du sujet dans la prose comme dans la philosophie. Aujourd'hui que la philosophie du sujet est inopérante, qu'on n'a pas besoin conceptuellement d'énoncer depuis le sujet. Gros enjeu aussi pour les ateliers d'écriture. Comment l'écriture du corps peut devenir génératrice de texte sans passer par une énonciation du jeu. On n'est que dans la technique non, on est dans bien plus. Mais ça aussi, c'est lentilles. Donc autrefois, on se mettait sur le nez des gros machins de verre et on savait que si ça tombe, ça se pète. Maintenant, c'est différent. C'est du plastoc qui vaut rien en lui-même. Et par contre, vous demandez, moi je vais chez je suis pas sponsorisé, mais un qui s'appelle Grand Optical, qui a des machins partout, mais qui vous change tout sans problème. Ils accueillent toujours hyper gentiment. Et ce Grand Optical, mais des clients comme moi, ça vous arrange pas? Il me dit, bah ouais, mais vous savez, sur 100 000 clients, on en a qu'un des comme vous, donc on peut aussi se permettre, mais en même temps, c'est dans cet outil technologique qu'il y a de l'anti-reflet qui va se descamer assez facilement. Il y a l'amincissement, mais qui est comme les lentilles de l'appareil photo, un amincissement qui ne produit pas de déformation sur les bords. Toutes ces questions-là, peut-être que nous les myopes, on se les pose un peu plus que les autres. Je n'ai pas du tout suivi le fil que je comptais prendre au départ, mais il y a des exercices comme ça. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du bord de la lunette, mais vous savez, cette histoire, j'en ai un atelier d'écriture aussi, j'en parle souvent, comment Balzac décrit depuis un champ visuel à peu près à 165 degrés, tandis que c'est que nombre d'animaux ont des yeux bilatéraux. Le cheval, comment il voit, lui, à plus presque à 320 degrés. Qu'est-ce que ce serait si nous, on avait un œil de chaque côté, qu'on pouvait lire 2 livres en même temps, par exemple? Ça fait gamberger. Mais vous savez que les danseurs, les sportifs, dans la mesure où la vision centrale du cerveau, les organes primitifs, les lieux primitifs de la vision dans le cerveau sont restés dans les zones centrales, et que justement les zones, cette complication, je ne sais plus quel lobe travaille avec la vision périphérique et donc les perceptions rétiniennes. Ce lobe, évidemment, c'est tellement complexe qu'il se concentre sur le centre de la rétine, tandis que les franges rétiniennes, des choses dans Castaneda aussi, là, très belles là-dessus, sont, elles, beaucoup plus en lien direct avec la vieille vision primitive, beaucoup plus rapide. Donc le champ visuel, si j'étends les mains, les danseurs connaissent bien ce truc. Là, je vois encore mes 2 mains. Là, je ne perçois plus mes 2 mains, mais je perçois qu'elles s'animent. Et en tout cas, si je veux que ma vue perçoive en même temps les 2 mains étendues, là, pratiquement à 170 ou 180 degrés, je les perçois, non, à 180 degrés, je les perçois plus, donc je les ramène un petit peu, mais là, quand je perçois mes 2 mains, ça m'oblige à une vue complètement délocalisée, et l'utilisation exclusive, comme ça, de la périphérie rétinienne. Les danseurs, pour se repérer sur un plateau, les sportifs, comme ça, dans n'importe quel match d'équipe qui va très vite, connaissent l'utilisation de ça. Et pour les écrivains, fantastique aussi. Travaillez, immobilisez-vous devant un paysage naturel, urbain, et travaillez avec cette vision délocalisée. Ce qui est devant ou ce qui bouge va peu à peu s'éloigner, et puis quelque chose de la géométrie ou de l'abstraction du paysage
va surgir. C'est un travail, la vision, même pour la vision qui voit pas. Petit exercice, par exemple, un des problèmes pour nous que nous cause en permanence, soit le petit écran de l'ordinateur, soit le tout petit du téléphone, soit la grande dalle du travail de mise en page, c'est, vous savez, il y a toujours cette fonction comme ça de balayage permanent qui, lui, ne suppose pas de mouvement rétinien physiologique, et puis le mental qui, lui, recompose entre 14 et 18 fois par seconde, une espèce de tampon comme ça, et dans ces zones se refabrique mentalement la lecture linéaire à partir de cette truc de surface comme ça qui tous les 18e de seconde devient un petit peu tampon rémanent et autorise le mental à reconstruire à travers cette succession d'images quelque chose qui soit longtemps. Un homme qui dort, tient tout autour de lui le cercle des heures, etc., qu'on appelle lecture linéaire. Quand on est sur écran et qu'on travaille, on travaille sur une zone précise d'écran, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Donc ce balayage, qui lui est celui aussi ancestral du chasseur, ou en tout cas que la méditation apprend aussi à relâcher et à localiser, si je peux me permettre un truc de mots comme ça. On est dans... mettez le soir vos deux mains comme ça, tranquillement, devant les deux yeux fermés, et vous sentirez comment les muscles travaillent encore par réflexe, et comment ce truc-là, cette fatigue qu'on a aux écrans. Et après, les gens ils disent, la fatigue de l'écran, ils prétendent qu'on peut lire numérique et tout ça. De toute façon, le numérique, on n'a plus le choix. Notre appréhension du monde, justement, au-delà de la main, mais ça, ceux évidemment qui voient mieux que nous, ils ont la main qui voit plus loin que le bras, mais en tout cas, de toute façon, notre représentation du monde, elle est au-delà. Et le numérique est cette projection dans un espace sensible du monde, et elle s'est construite historiquement, progressivement, lentement, d'où l'importance pour moi d'un texte comme Le peintre de la vie moderne de Baudelaire. Donc ce travail oculaire permanent, là où on est sollicité, comment vous le travaillez quand vous voyez flou le soir en éteignant votre écran? Petite astuce très simple. Est-ce que vous savez que la langue est la zone, une des zones physiques les plus innervées, les plus dépendantes, ou en tout cas, c'est un gros muscle épais, la langue, mais quelque chose qui... il y est partout aux questions de nerfs. Faites cet exercice. Laissez simplement la langue se reposer souplement dans le fond de la bouche. Je ne vais pas m'éterniser à le faire à l'image, mais sentez comme progressivement ça se déplie. Sentez comme progressivement il lui faut du temps pour oublier ces sollicitations nerveuses. Sentez comme la langue a besoin, et comment c'est difficile, comment c'est une construction mentale volontaire de laisser la langue s'aplatir lentement, tranquillement, sur le bas, sur le fond de la bouche, comme on dormirait soi-même, étendu sur un sol. Dans ce travail-là de laisser la langue, pour arriver à ce que la langue soit immobile, ça suppose que toute cette zone nerveuse se relâche. Travailler une fois tous les 2 heures, une fois tous les heures, toutes les heures, quelques secondes, quelques minutes, une fois tous les 2 heures. Pensez à ce truc de laisser la langue. Et vous verrez le bien que ça fait aux yeux. C'est une histoire de lunettes, ça? Non. Par quoi je voulais commencer tout à l'heure en disant je prends mes lunettes, mais c'est bizarre parce que du coup j'ai juste trouvé une espèce de bouquet de paires de lunettes obscurcies, rayées, avec cette évolution de ce que je porterais aujourd'hui, des espèces de binocles rondes comme ça, ou ces trucs-là comme ça, cette machin quand on les choisit, comment on pense à la résistance, pas trop plus qu'au look, comment soi-même chaque jour on est contraint à retravailler même la déformation permanente de ces trucs-là, comment
on découvre que ces trucs de métal devient usé par la peau, va s'aiguiser même jusqu'à devenir presque tranchant. Compliqué ces conneries de lunettes. Ce dont je me souviens toujours, c'est ces deux perceptions d'enfance comme ça. La première, une espèce justement, un sentiment presque de honte, de culpabilité qui reste et qui revient dans chaque erreur comme ça d'interprétation. Je vais avoir quoi, j'étais 6 ans en tout cas, j'étais pas encore à l'étape ce qu'on appelle aujourd'hui CP, cours d'apprentissage lecture-écriture. Je ne veux pas le raconter en détail. Enfin bon, il y avait un vieux journal roulé dans le fond de la cour que le vent avait poussé. Et moi, j'y avais vu tout autre chose. Et qu'est-ce que c'est bien finalement de voir tout autre chose dans quelque chose d'aussi banal. Et je fais part à ma mère de ma surprise. Et là, sa surprise à elle est bien pire, c'est-à-dire... ben non, je vois pas, je comprends pas ce qui est devant moi. Donc ophtalmologue, enfin ophtalmo en tout cas. Et là, il avait fallu aller au Sable d'Olonne, pas La Rochelle comme je croyais, mais on n'avait pas de gens comme ça dans nos villages. Voyage au Sable d'Olonne, et puis c'est ça par contre encore déjà souvenir d'enfance, cette espèce. Maintenant on met un tout petit truc qui vous fait plein de mesures et ça va très vite. Non, c'était l'énorme armature très lourde, on va changer un verre un l'autre, et puis le AZERTY ou le machin comme ça, ces espèces de grosses lettres qu'on lisait devant soi. Et donc ça c'est ça cette planche de vision qui m'a servi de départ au petit chapitre dans Autobiographie des objets. Donc ça, à un moment donné, oui, c'est la surprise, le minuscule devient précis. Et puis ensuite, deuxième voyage, là c'était juste à Luçon, la ville où je suis né, où là il y avait une boutique qui s'appelait Vent Hainaut Clergeau, et qui était un petit peu, donc l'optique, comme le mécanicien était généraliste, c'est-à-dire qu'il y avait des microscopes, il y avait des télescopes pour voir les étoiles, ça fait toujours rêver ces objets-là, et puis des appareils photo, c'était aussi celui qui était le cam shop de l'époque, et évidemment les lunettes. Et pour la première fois, je suis sorti dans une rue de ville, de toute petite ville, avec un truc sur le nez qui faisait que la rue ne s'arrêtait pas à la longueur du bras. La rue restait nette de très loin, les voitures arrivaient de loin, les voitures passaient avec des visages à l'intérieur, et cette rue était quelque chose qu'on n'avait pas dans le village, puisqu'on habitait ces zones en dessous du niveau de la mer, très ras du sol, parce que c'est des lieux qui restent des lieux de vent. Les maisons avaient des étages, et donc tout d'un coup, la première fois qu'on voit net, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la ville est en hauteur, et pourtant Luçon n'a pas beaucoup de hauteur. Voilà, ça c'est souvenir définitif, ce qui prouve bien que c'est pas quelque chose de mince et parce que j'ai mis ma télécommande, elle est là. C'est pas quelque chose de petit. Ce qui reste de l'enfance, c'est moins l'émerveillement, puisque, par exemple, un livre qu'on est plusieurs à lire, on va être en groupe autour, en cénacle, et là, pour être l'égal des autres, évidemment, il y a l'appareil correctif. Par contre, dès qu'on lit pour soi, on l'enlève, et il y a ce fait d'entrer dans la page. Mon copain Jean Rouault, qui a fait un bouquin, j'étais vraiment jaloux même du titre, Le monde à peu près. Je pense que personne ne définira mieux que l'a fait ce titre de Jean Rouault. La question de myopie, c'est ces situations qui étaient pour nous les plus banales. Par exemple, on vit au bord de la mer, la plage fait partie du décor, l'océan était chaud à l'époque, et qu'est-ce que c'était beau de vivre avec la mer. Un gamin qui sort à 7 ans, 8 ans, qui n'a pas ses lunettes forcément, et qui arrive sur cette étendue indifférente de sable, corps et tout ça, comment il retrouve le petit point qui lui le concerne, où il a ses affaires. Faut faire semblant de
voir où vous allez quand vous ne le savez pas du tout. Je crois que ce truc, ça m'est longtemps resté. Euh, une autre histoire qui, pour moi, serait liée à celle-ci, c'est la reconnaissance des visages. Longtemps, j'ai eu cette idée simpliste que vous savez, la reconnaissance des visages, c'est une zone qui est située là, derrière l'oreille. Il y a environ 14 étages. C'est que si on utilise les flics utilisent des portraits robots qui n'ont pas besoin de plus de 12 ou 14 tranches comme ça horizontales pour définir un visage. Vous savez que si vous retournez une photo de classe à l'envers, vous êtes totalement incapable de retrouver votre visage parmi l'ensemble des autres. Et donc j'ai longtemps pensé que ma difficulté à reconnaître les visages était liée au fait d'avoir été corrigé pour la myopie, non pas un petit peu tard, ça a été fait dès qu'on s'en est aperçu, mais à un moment où, a priori, cette fonction très élaborée de reconnaissance des visages est déjà largement constituée. Le bébé reconnaît olfactivement et non pas visuellement. Cette séparation comme ça, c'est l'idée mentale de la séparation de son propre corps avec le corps de la mère, elle ne se fait pas avant 8-9 mois. Toutes ces étapes-là, on les connaît à peu près. Bon, je me suis aperçu bien plus tard que le nom de cette affection qui est de ne pas reconnaître les visages et semble-t-il assez indifférente à la question d'être myope ou pas. Ceux que je connais, soit dans mes proches, soit quand on lit des articles et qu'on découvre que telle personne qu'on fréquente professionnellement est affectée du même mal. Est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. Ça facilite pas la vie quotidienne. Dans un village, il n'y a pas de problème. Chaque silhouette est affectée à une tenue, un lieu et une fonction. Donc même sans les voir, les attributs qui entourent comme ça un objet qui se déplace et qui est de nature anthropomorphe, on le reconnaît évidemment de suite. C'est plus compliqué dans la ville. C'est-à-dire si j'arrive dans un endroit où, je pense à cette période où établissement scolaire ou bibliothèque ou librairie ou tout ce que vous voulez qui pouvait être du temps de cette stabilité comme ça de ce petit monde qui nous faisait vivre en tant que livre. On sait qu'on arrive là, on sait qu'on va voir un tel, bon, le petit puzzle se met en place. Imaginez la terreur quand vous êtes dans un truc genre salon du livre ou tout ça, ou bien que vous êtes à Poitiers et que quelqu'un de Tours a fait le voyage pour venir vous écouter. Et, tout d'un coup, vous êtes perdu. Pourquoi ? Parce que vous fonctionnez à cette constellation d'attributs identifiables autour d'une silhouette anthropomorphe, tandis que ce qui la distinguerait a priori simplement par le visage vous est totalement accessible. Bon, en situation ordinaire, ça marche. Dès que vous déplacez ce contexte, alors quiproquo, ça, on s'en marre nous avec ceux qui ont ce genre de truc qu'un nom. Les astuces, on tient la conversation, on essaye que dans la conversation, on dispose comme ça d'éléments qui nous permettent à la Sherlock Holmes d'identifier l'autre, mais bon, ça marche pas toujours. Et puis en plus, quand vous tombez sur un autre qui est de la même truc, et puis en plus, quand vous apercevez qu'il comprend bien que vous ne le reconnaissez pas, et puis que ça le choque en profondeur, et avec raison, et puis qu'on peut pas dire moi je les reconnais pas les visages. Bon, faut vivre avec. Des fois, c'est plus... Quand on y repense à l'envers comme ça, c'est plus marrant qu'autre chose. Mais toute une vie avec ça... Il y a la question de plus y voir du tout. Évidemment, ça se pose différemment dans le contexte de la santé moderne. J'ai passé toutes mes 11 premières années avec une arrière-grand-mère aveugle, et qu'est-ce que faisait l'aveugle? Elle restait au coin de son poêle, elle tricotait des couvertures qui étaient de plus en plus en trapèze à mesure qu'elle
elle avançait au-delà des 90 ans. Et il y avait cette chose qui pour moi était un petit peu cruelle, mais dont elle, la brave dame, s'apercevait pas. Quand la couverture était finie, on la lui détricotait et on lui redonnait les chevaux de laine. Je me revois encore, on mettait les deux mains comme ça pour tenir la laine pendant que la mère ou la grand-mère refaisait comme ça la pelote. Bon, étant un petit gamin, qu'est-ce que c'est curieux la vie avec une aveugle. On peut faire toutes les conneries qu'on veut. Elle menace, elle dit je sais que vous êtes là, mais bon, elle sait pas où et comment. On est là. Bon, et puis après, elle meurt, et c'est autre chose. Mon grand-père maternel, je le revois dans les derniers moments, il tenait par la lecture à sa façon à lui, qui tient aussi du savoir objectif d'ancien instituteur, savoir ce qui concerne la science concrète, celle du jardin, de la nature, de la terre et du ciel. Et puis, ces livres, là, il est trop loin, mais bon, c'est dans sa bibliothèque que j'ai trouvé, dans l'armoire à vitres, qui est aussi dans l'Autobiographie des objets, que j'ai trouvé Edgar Poe, que j'ai trouvé le Balzac en 18 volumes, et puis Perrochon et d'autres. Je sais pas les livres qu'il lisait tout à la fin de sa vie. Beaucoup, peu importe, mais je le revois avec cette énorme loupe comme ça, une espèce de double décimètre bombé qui lui servait à voir comme ça les lignes, alors que j'imagine pas l'idée, moi, d'être privé de lignes, même si avec là encore les appareils numériques, la question se simplifie. Quel grand texte on a là-dessus. Les 9 nuits de Borges. Le monde fascinant de Borges, c'est un monde de myope, son accès à l'écriture, vous savez, monter un escalier, ne pas voir la fenêtre ouverte, avoir cette blessure au crâne, et puis quand on passe 3 semaines comme ça, avec des fièvres énormes, du délire, ne plus savoir si après ça on serait capable d'écrire. Et c'est là où Borges, donc, qui est à ce moment-là beaucoup plus critique, décide, est-ce que je suis encore capable d'écrire une critique de livre ? Et puis en même temps, aussitôt, c'est envers les ficotés, à contraire du défaut de vue, le cerveau du myope. Dire, si je fais une fausse critique de livre, peut-être qu'à ce moment-là, si je n'y arrive pas, ce n'est pas parce que mon cerveau ne s'est pas remis de ces 3 semaines de fièvre et de l'infection pour la blessure due à la myopie, n'avoir pas vu cette fenêtre ouverte dans l'escalier, mais simplement parce qu'il s'agit d'un livre qui n'existe pas. Et donc, Borges écrit ce qui sera sa première histoire de fiction. Pierre Ménard, c'est un pseudonyme célèbre dans le web. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, cet homme qui passe plus de 30 ans à essayer de trouver un Quichotte qui serait mieux que le Quichotte, mais découvrant que s'il améliore un endroit, ensuite l'effet est affaibli, et donc qui au bout de 30 ans se retrouve à avoir écrit le Quichotte au mot près, tout entier. Dans les 9 nuits, bien plus tard, Borges est totalement aveugle, donc écrit depuis sa cécité. Qu'est-ce qu'il en est du rêve ? Qu'est-ce qu'il en est du souvenir des livres ? Qu'est-ce qu'il en est ça aussi pour moi, qu'est-ce que c'est étrange comme chose à vivre. Est-ce que... Tourne-toi là, Gaspard. Est-ce que cette espèce de surmémoire de la chose écrite ou dite, les conversations qu'on serait capable de reconstituer à 15 ans ou 20 ans de distance, dans l'illusion qu'on les reconstitue au mot près, l'idée que n'importe quelle chose lue il y a 20 ans ou 25 ou 40 ans est là rémanente avec même sa disposition sur la page, cette espèce de capacité à... Ouais, enfin bon, capacité, c'est comme ça. On sait aujourd'hui que la façon dont le cerveau mobilise des zones inutilisées est une des choses les plus inconnues des champs actuels. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et la myopie ? Je ne reconnais pas les gens. Mais croyez-moi qu'un texte écrit en atelier d'écriture depuis 20 ans que j'en fais par... ces dizaines et dizaines de gens dont on peut suivre comme ça, même à distance, ensuite l'itinéraire ou une petite nouvelle qui vous en donne ou rencontre de hasard, ça on l'a en entier. Qu'est-ce que ça induit pour l'écriture de
comment repousser et tenir à l'écart cette mémoire de l'écrit pour être dans le vide ou l'abîme du mot. Je me disais, ce serait intéressant de les compter, d'improviser. Est-ce que j'en ai 40 comme ça, des histoires de lunettes? Je croyais que j'en trouverais des pleins tiroirs, et puis finalement, vous voyez, j'en ai, j'en ai très peu. Peut-être que dans les jours à venir, j'en découvrirai d'autres dans des recoins, dans des fonds d'armoires et tout ça. Euh, cette pacotille qui a un statut plus étrange que celle des vêtements, pour que je sais pas, est-ce que mon indifférence aux vêtements n'est pas aussi liée à cette ou c'est pas supporter quoi que ce soit qui touche le corps, ou n'est pas lié comme ça à cette question même de l'obligation de la prothèse optique? Est-ce que aussi en arrivant à 60 balais, quelque part on s'en débarrasserait, quelque part la vie intérieure pourrait remplacer le reste. Quelquefois, je m'en veux, j'ai cette espèce d'affection, mais qui était aussi celle de ma grand-mère. Vous savez, il y en a qui se font retendre comme ça, les petits muscles et tout, les paupières retombent. Mais bon, je suis content d'avoir le visage de ma grand-mère, quelque part, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ça, quand, chaque fois qu'un photographe ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, je peux les ouvrir, ça changera strictement rien à ma vue. Donc voilà, quand je parle, les yeux se ferment. Euh, Quelque part, ça me gêne pas. Euh, ouais, voilà, des questions. Euh, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce que ce serait la dernière? Souvenir de blessure. J'en ai au moins une comme ça. C'est les lunettes cassées, les lunettes qui tombent devant vous et sont cassées. C'est quelque chose de très très grave. Tout d'un coup, la vue cesse, il va falloir attendre et attendre, d'où les lunettes de secours, les vieilles lunettes, celles qui vous font mal à la tête, celles qui vous permettent à peine de conduire ou autre. Et puis, il y a ces rares fois où ça a été le choc sur la tête, et que donc la lunette, en se cassant, détruit l'œil ou ce qui l'environne, et que le sang est mêlé. Et que là, dans cet éclatement, les lunettes et le visage, ou l'œil, y compris dans sa blessure, ne font plus qu'un. Ouais, ça m'est arrivé une fois ou deux. Euh, mais c'est pas qu'on se souvienne de la blessure, c'est que en quoi, dans le regard le plus ordinaire, on a intégré le corps dans la vue et la blessure dans le corps. Est-ce que ça n'a pas été ce qui m'a permis d'écrire? Et là, peut-être Jean Rouault, on n'est plus dans le monde à peu près, on est dans cette façon qui a été la mienne. C'est bizarre, je dis qui a été, et en même temps je parle, au lieu d'être à côté à écrire, alors que j'ai tant de boulot en retard. Tiens, c'est ça les questions. Qu'est-ce que ça fait si je me les mets toutes sur la gueule en même temps? Est-ce qu'on y voit mieux d'avoir plus de lunettes? Eh ben non. Autobiographie des objets. Les verres de lunettes. Télécommande switch off.